Planète Mongabay, le podcast de la rédaction de Mongabay Afrique. Nous donnons la parole aux acteurs clés de l'environnement sur le continent africain. Politiciens, ONG, société civile, entrepreneurs, communautés, notre émission invite celles et ceux qui décident, agissent, entreprennent et se battent pour l'écologie. Bienvenue sur Planète Mongabay. Bonjour à toutes et à tous, je suis Joyna Louisin, bienvenue sur Planète Mongabay. Aujourd'hui, on s'intéresse à la faune africaine qui est en danger. Selon le Fonds mondial pour la nature, plus de 75% des populations animales surveillées sur le continent ont disparu en l'espace de 50 ans. Mais derrière ce chiffre émergent des initiatives pour protéger, soigner et réinventer notre lien avec la faune. On en parle dans cet épisode. Sous l'arbre à palabre. Viens sous l'arbre. Sous l'arbre à palabre. Viens sous l'arbre à palabre. Viens sous l'arbre à palabre. Sous l'arbre à palabre. Viens sous l'arbre à palabre. Sous l'arbre à palabre aujourd'hui, nous étudions le chat doré africain. Rare et discret, ce félin se distingue par son pelage roux ou doré, son corps robuste et son regard perçant. Il vit principalement dans les forêts tropicales d'Afrique centrale, mais aussi dans certaines zones d'Afrique de l'Ouest, où il partage son territoire avec d'autres grands prédateurs comme le léopard. Sa population exacte est méconnue faute d'études à grande échelle, mais les observations confirment un déclin inquiétant. Classé vulnérable sur la liste rouge des espèces menacées de l'UICN, le chat doré africain fait face à la destruction de son habitat, au braconnage et à la fragmentation des forêts. Dans ce contexte, j'ai demandé à Rodrigue Batumike, chercheur en conservation et spécialiste de cette espèce, quelles stratégies pouvaient être envisagées pour assurer le futur du chat doré africain. On écoute. Le chat doré africain est l'un des félins les plus discrets du continent. Pourquoi avez-vous choisi de vous concentrer sur cette espèce souvent méconnue ? Il y a moins de recherches qui sont faites sur les chats dorés de l'Afrique, surtout que c'est une espèce que beaucoup de gens chassent à cause de sa peau. Certaines personnes aussi le chassent à cause de la viande. L'idée est de comprendre, l'idée est de fournir des informations sur cette espèce, étant donné que d'abord, premièrement, c'est une espèce en danger, une espèce vulnérable. Et il y a moins de personnes qui s'intéressent à cette espèce, alors que c'est une espèce qui normalement devrait être protégée. Pourquoi le chat doré africain est-il considéré aujourd'hui comme vulnérable et menacé ? Avec l'expérience que j'ai, c'est la fragmentation de l'habitat, par exemple la déforestation, mais aussi l'expansion des champs agricoles. Une autre menace, je dirais une menace indirecte, c'est l'augmentation de la population, parce que quand il y a augmentation de la population, les communautés ils cherchent l'espace pour construire des maisons. Ça a une influence négative sur la distribution de l'espèce. C'est une espèce très difficile à détecter. Il y a beaucoup d'organisations et beaucoup de chercheurs s'intéressent beaucoup plus aux grands animaux par rapport aux petits animaux. Que fait votre groupe, le African Golden Cat Conservation Alliance, pour protéger le chat doré ? Nous sommes un groupe constitué de conservationnistes et certains chercheurs. Et nous sommes dans 37 pays en Afrique. Nous mettons en place certains projets d'initiatives communautaires pour réduire la pression sur les ressources fauniques, mais en mettant un accès sur les chats dorés de l'Afrique. Nous faisons des recherches sur l'écologie de cette espèce en installant des caméras trappes dans les aires protégées dans lesquelles nous travaillons pour comprendre la distribution, l'abondance ainsi que la densité de cette espèce. Comment les communautés perçoivent-elles le chat doré ? Il y a certaines communautés en principe qui n'ont pas vraiment trop de conflits avec cet animal. D'abord, comme c'est un animal difficile à voir. Dans d'autres zones, les communautés avaient vraiment une appréciation positive par rapport à cet animal, d'autant plus qu'ils chassaient cet animal pour la peau qu'ils utilisent dans les cérémonies, en fait, par exemple dans les cérémonies des rituels ou dans les cérémonies d'intronisation de certains chefs coutumiers. Les lois traditionnelles de certaines communautés protégeaient cet animal qui ne pouvait qu'être chassé que pour des raisons traditionnelles. Quel levier concret pourrait améliorer sa protection ? On ne va pas inventer la roue. C'est juste continuer à faire d'abord l'éducation environnementale et très souvent notre approche c'est de commencer par la base. Nous partons dans différentes écoles, on sensibilise les écoliers, puis on crée cette passion d'aimer les animaux en eux.
nous développons certains projets et moyens de subsistance. Parce qu'en principe, les gens qui font la chasse, ils font ça pour les besoins, d'abord pour les besoins alimentaires, mais aussi pour des fins économiques. Ce qu'on fait aussi, c'est juste leur donner des moyens alternatifs à la viande de brousse. On les appuie en termes d'élevage, des petits élevages, des microcrédits. Mais aussi notre stratégie, c'est de restaurer les zones déjà dégradées dans lesquelles vit cette espèce. C'est restaurer, faire la restauration de ces zones en plantant certaines espèces indigènes. Dans cette partie dédiée à la voix des communautés, cap sur le centre du Burkina Faso, dans le parc animalier de Zignaré. Ce site de 120 hectares, autrefois symbole du tourisme écologique, a été laissé à l'abandon pendant plus de 5 ans. Mais en 2020, le parc a repris vie grâce à une association locale déterminée à en préserver la biodiversité. 35 espèces animales et une cinquantaine de variétés végétales y coexistent aujourd'hui. Écoutez les voix de Chana Ousseni, présidente de l'Association pour la protection de la faune et de la flore au Burkina Faso, et Boureima Sawadogo, guide touristique de Zignaré, au micro d'Adé Pleda. Des cris d'autruche, des grognements d'hippopotames, le rugissement des lions. Ces sons résonnent à nouveau dans le parc de Zignaré, symbole d'une renaissance au Burkina Faso. Situé à une trentaine de kilomètres de Ouagadougou, ce sanctuaire pour animaux a connu des ères sombres dans les années 2010. Abandonné, il avait perdu la quasi-totalité de ses espèces emblématiques, jusqu'à ce qu'une association locale décide d'agir en 2020. Chana Ousseni, président de l'Association pour la protection de la faune et de la flore, se souvient. Déjà, il faut savoir qu'à notre arrivée, environ 95% des animaux n'étaient plus là. On a trouvé des animaux restant presque dans un état de mort. Avec son équipe, elle relance les parcs créés en 1990. Notre principale préoccupation quand nous sommes arrivés ici, c'était d'apporter les soins primaires aux animaux, à savoir la nourriture et l'eau suffisante. Les animaux qui étaient gravement malades, on a pu faire en sorte d'amener des vétérinaires de l'extérieur pour les voir. C'est vraiment les nourrir, construire les points d'eau nécessaires dans le parc pour qu'elles puissent s'autosuffire, on va dire. C'est ça qui a permis de vraiment sauver les animaux. On a vraiment tout mis en place grâce à beaucoup d'aide pour que nos animaux vivent mieux et dans de meilleures conditions, plus adaptés à leur nature. Les efforts de l'association finissent par porter leurs fruits. Sur le terrain, les guides du parc en sont les premiers témoins. Vraiment, l'un d'entre eux ne casse pas son émotion. Il nous a sauvés nos animaux. Si tu viens aujourd'hui, tu regardes l'état de nos animaux, tu sens qu'il y a des changements. On était contents parce que nos animaux, là, ils ont repris les formes depuis que l'association est là. Ils arrivent à bien manger. Aujourd'hui, ce site de 120 hectares dédié à la biodiversité locale est ouvert aux touristes du monde entier. Une victoire pour la biodiversité. Mais nourrir et prendre soin de tous les animaux du parc reste un défi quotidien, comme nous le confie Chana Ousseni. Le parc ne peut pas être à l'heure actuelle autosuffisant. Chaque visite au parc et tous les fonds reversés au parc sont utilisés pour l'entretien des animaux et du parc. C'est-à-dire que sans les aides financières extérieures, nous ne pouvons pas nourrir les animaux. Des difficultés qui n'arrêtent pas pour autant l'association dans sa quête de protéger la faune et la flore. On aimerait maintenant agrandir le sanctuaire, c'est-à-dire sauver d'autres espèces qui sont dans de mauvaises détentions, qui sont victimes de commerce. Mais on espère pouvoir l'agrandir et qu'il soit toujours un lieu de refuge pour les espèces animales et végétales qui en ont besoin. Planète Mongabay. Et maintenant, place au pitch. Dans chaque épisode, nous vous invitons à partager une expérience ou une solution en moins d'1 minute. En direction cette fois-ci de la République démocratique du Congo, où les gorilles sont confrontés à de graves menaces qui pèsent sur leur habitat dans l'est du pays. Pour les protéger, Edis Laua, vétérinaire au sein de l'ONG Gorilla Doctors, mise sur des interventions médicales de terrain innovantes. Alors notre vision, c'est juste avoir un monde avec une population florissante des gorilles de l'Est à l'état naturel. Et notre mission, c'est de conserver les gorilles de l'Est dans leur milieu naturel, c'est à travers la médecine vétérinaire et la science. Dans tout ce que nous faisons comme travail,
Notre hôpital, si nous le disons, c'est vraiment dans la forêt. On fait les interventions dans la forêt et on prend tous nos équipements dans la forêt, tout ce dont on peut avoir besoin. Donc, on ne sort pas les animaux de la forêt pour aller travailler dans une clinique en haut du parc, mais c'est à l'intérieur du parc. Nous intervenons et nous les libérons. Ils sont à liberté. Et nous voulons toujours que ces animaux restent à liberté dans leur milieu naturel. Maintenant, la parole est à vous. Selon vous, que pourrait-on faire concrètement pour mieux protéger la faune sur notre continent ? J'ai posé la question à Yelebe, commerciale vivant à Addis Abeba en Éthiopie. Moi, je pense que pour protéger la faune dans un pays, il faut commencer dès le plus jeune âge. C'est-à-dire que les enfants, il faut les sensibiliser à la nature, par exemple avec des sorties en forêt ou dans des parcs. Tout ça pour qu'ils voient un peu comment la nature influence leur vie et celle des autres. Donc après, ça peut aussi passer par la télé, la radio, des films, des bandes dessinées, mais aussi et surtout les réseaux sociaux, notamment pour les jeunes. Et quand ces enfants deviennent adultes, tout ce qu'ils ont appris peut se mettre en pratique. Il y aura certains qui seront des militants pour protéger la nature, d'autres qui peuvent aussi faire partie du gouvernement et qui pousseront à ce qu'il y ait des espaces verts dans des villes qui seront mis en place pour que les gens puissent se balader, courir, respirer de l'air frais. Et là, la sensibilisation devient vraiment vécue. Et au final, ça aide à comprendre pourquoi la faune est importante, pas juste sur le plan environnemental, mais aussi pour la société, la santé, mais aussi pour l'économie. Et ça pousse à agir pour la protéger. Éduquer à la protection de la faune dès le plus jeune âge. Notre interlocutrice évoque ici l'importance de l'éducation environnementale, un concept essentiel en matière de conservation. Voilà, c'est la fin de ce 10e épisode de Planète Mongabé. Merci de votre fidélité. J'ai présenté et monté ce podcast avec les journalistes et boursiers de la rédaction de Mongabé Afrique sur une idée de Juliette Chapalin. Pour le retrouver ou le réécouter, rendez-vous sur les pages YouTube, Facebook, Instagram et LinkedIn de Mongabé Afrique et sur toutes nos plateformes d'écoute. À bientôt!